Alors, 2022, Dataset Faction Focus, Richard Ziegler, Talk to Empire. Eh bien, c'est parti. Donc, je vous laisse toujours le petit traducteur à droite. Qu'est-ce qu'il. Du moment qu'il ne bug pas. Games Workshop a publié à la mi-avril son tableau d'équilibre du deuxième trimestre pour 40K, modifiant de façon spectaculaire un certain nombre de factions clés. L'Astra Militarum, les Marines et les Sœurs ont été améliorés. Les Arlequins, les Tau et les Custodes ont été affaiblis. Et certaines règles de jeu ont été modifiées. Maintenant que les tyrannides se profilent à l'horizon, nous nous penchons sur plusieurs factions clés et examinons leur place dans cette nouvelle méta émergente. Dans l'article d'aujourd'hui, nous sommes rejoints par le champion de l'ITC 2021, Richard Ziegler, de The Art of War, qui nous donne son avis sur le jeu des taux après la mise à jour des données. Et j'ai pas cliqué au bon endroit. Alors la Faction Overview. On va se faire déjà ces paragraphes-là. Aperçu de la faction. Alors que l'Adeptus Custodes a volé la vedette en janvier dans le cadre du Codex des Nouvelles Puissances, les rusés Tau ont rapidement fait leur apparition dans la méta le mois suivant après le LVO. Et quel codex cela a été? Peut-être le codex le mieux conçu que les Tau aient jamais reçu, avec de multiples sets puissants autour desquels concevoir des listes, un excellent arbre de traits de seigneurs de guerre, des systèmes de prototypes utiles et un bel équilibre des fiches de données où il y a beaucoup moins de choix complètement inutiles, ce qui était un problème central de la 8e édition d'Eto. Pourtant, extérieurement, ce codex était peut-être le plus puissant de la 9e édition jusqu'alors, capable d'affronter les nouveaux venus de l'armure dorée et de dominer les armées auparavant fortes comme l'Adeptus Mechanicus et le Drukhari, sans parler des factions moyennes. Le livre a permis au Tau de tirer parti de certaines des règles les plus puissantes du jeu à l'époque, le tir direct et les gardes du corps, créant ainsi une armée capable de dévaster un adversaire hors de sa ligne de mire tout en laissant les commandants inattaquables et leurs drones tenir les objectifs à découvert. Les Tau étaient l'aboutissement d'une série de défauts de conception dans la 9e édition, et ils en ont pleinement profité pendant plus d'un mois, avec un taux de victoire incroyable et des participations dominantes au tournoi. La nouvelle Dataslate a non seulement modifié les règles spécifiques au Tau, mais aussi le style de jeu de la faction en tournoi, grâce aux changements apportés au fonctionnement du tir indirect et des gardes du corps. Il n'est plus possible de placer un commandant à côté d'une unité de garde du corps et d'envoyer euh, les drones de la figurine sur les objectifs tout en étant à l'abri de la menace d'un tir indirect. Les armées Tau ont besoin de ressources supplémentaires qui peuvent être placées à découvert sur les objectifs afin de survivre et de marquer des points primaires. En outre, l'unité de Crisis, chargée d'Airburst et de le Tau lance-flamme, a subi un nerf massif de deux manières. Premièrement, suite aux modifications des règles des tirs indirects qui donnent à l'unité une compétence balistique de -1 et à l'unité adverse +1 à ses jets de sauvegarde, les lanceurs d'éclats, donc de Airburst, sont beaucoup moins efficaces pour tuer l'infanterie de l'adversaire et les unités bon marché pour faire écran à son champ arrière, ce qui ouvrirait des jeux pour ses objectifs plus tard dans la partie et des brèches pour y frapper en profondeur avec une puissance de feu dévastatrice. Deuxièmement, en raison du changement de la philosophie tactique du monde K qui a supprimé la pénétration supplémentaire du blindage, donc la pénétration d'armure, dans un certain rayon d'action, les lanceurs d'éclats, donc les Airburst, ne font pas le figure. Pour fonctionner de manière similaire au statu quo antérieur, il faut des verrous de cible, un commandant de Crisis et un Shadow Sun, mais contre des unités avec un blindage moyen ou supérieur, ils feront toujours très peu de dégâts. Cela signifie que les armées Tau devront compter sur la mobilité pour tuer de telles unités ennemies et, ce faisant, mettre davantage d'unités Tau en danger d'être contre-attaquées. Ces deux changements sonnent le glas du style de jeu malsain et non interactif promu par le codex original. C'est loin d'être la fin de la ligne pour les Tau dans la 9e édition, car ils peuvent encore se vanter d'avoir certaines des meilleures fiches de tir et synergie du jeu, d'avoir un très bon jeu secondaire et d'avoir une diversité de règles 7 qui mettent l'accent sur différents choix tactiques. Je m'attends à ce que Tau continue à bien se comporter, en tombant probablement à un taux de victoire de 50 à 55%, car les joueurs qui cherchent des victoires faciles abandonnent la faction, tandis que les vrais chasseaux utiliseront cela comme une opportunité d'innover. Et ça c'est vrai, c'est vraiment un phénomène que l'on voit soudain, et May en parle aussi par rapport aux tyrannides, c'est maintenant que le Crusher et que le Léviathan ne sont plus de la partie, eh ben, on va forcément voir une partie des joueurs, entre guillemets, tyrannides de cœur, abandonner la faction pour aller sur des armées un peu plus auto-win. Bon, il s'avère que quand même le Codex Tyrannide se porte encore extrêmement bien, donc on le verra beaucoup, enfin ce sera moins impressionnant cet abandon de l'armée par rapport au Tau qui a vraiment pris un gros nerf, et puis la partie sur le Creative Wargame Festival contre Wingmar ne va peut-être pas aider les joueurs à rester sur les Tau. Sachant que
Si on y réfléchit bien, j'avais pas mal de choses en ma faveur durant cette partie. J'ai eu le tour 1, j'ai réussi mon pouvoir psy au premier tour. La table, c'est pas qu'elle m'avantageait, mais en tout cas, elle avantageait mon style de jeu. J'ai pu influencer en fait le jeu adverse par rapport à la table. Faut quand même prendre du recul et analyser un petit peu ce qui s'y passait. Les appariements. Parlons des affrontements entre factions pour Tau après la mise à jour des données. Les points positifs, les Tau continuent de bien s'aligner contre la plupart des factions du jeu, avec des armées comme les Arlequins ramenées au niveau de simples clowns mortels, l'un des appariements les plus difficiles pour le codex est beaucoup plus jouable. Les Custodes, contre lesquels je crois que Tau était favorisé, ont été frappés assez durement dans la Data Slate et les nerfs particuliers qu'ils ont reçus étaient certaines de leurs règles les plus fortes contre le Tau. Contre les armées qui n'ont pas la vitesse nécessaire pour contester les points primaires de Tau de manière efficace, je m'attends à ce que la faction continue à bien fonctionner, comme certaines constructions de Space Marine, la Death Guard et les Thousand Suns. Les luttes. Cependant, en gardant ces factions à l'esprit, leur retour au sommet de la méta via l'armure du mépris va forcer des choix d'armes différents sur les combinaisons de combat. À la lumière de cela, beaucoup d'unités maniant des canons à rafale, donc des burst cannons, des bombes à air, donc les airbursting, et des lance-flammes, vont probablement se tourner vers des fusils à plasma, des blasters ioniques cycliques, des pods missiles et peut-être même des blasters à fusion lorsque la méta évoluera vers les armures de puissance. Cela va nuire à la diversité interne des choix d'armes de l'Empire Tau, comme c'était le cas auparavant. Mais ce sera un phénomène qui s'étendra à l'ensemble du jeu, car toutes les factions s'adapteront à l'armure du mépris. Tau est particulièrement touché ici en raison de la perte de la pénétration d'armure du Monka, ce qui encourage non seulement les armes de puissance supérieure, mais aussi le stratagème d'engagement coordonné, et peut-être même le trait de seigneur de guerre Through Unity Devastation. L'un des matchs les plus difficiles à mon avis sera celui des nouveaux tyrannides avec une énorme production de blessures mortelles, des unités exceptionnellement durables pour leurs coups en points, et la puissance pure d'Uncircle the Prey sur des unités rapides comme les Hive Tyrants et les Raveners lorsqu'ils sont soutenus par la puissance psychique d'Unso. Les Craftworld, une armée qui était proche des Tau et des Custodes en termes de taux de victoire au cours des dernières semaines, ont également échappé à tout nerf dans la Data Slate. Ils sont maintenant les rois incontestés de la puissance de feu non interactive avec le focus de bataille, le Fire and Fade et la vitesse pour s'étendre sur la table et punir les adversaires qui veulent fermer l'écart avec la base de feu. Enfin, les armées de mêlée rapides et percutantes sur un terrain plus dense seront beaucoup plus gênantes qu'auparavant sans le feu indirect qui les obligera à se déployer de manière plus défensive et à réduire leur menace de combat avant d'atteindre la ligne de front de l'Empire. Building for the new meta. Donc construire pour le nouveau méta. Mais tout n'est pas perdu ici. Il y a plusieurs points positifs à tirer du tableau de données d'équilibre pour les Tau. Tout d'abord, avec les modifications apportées au tir indirect, la faction dispose de l'une des meilleures unités de protection du jeu, les croûtes. Car il nécessite désormais un certain engagement pour être tué plutôt que de mourir sans effort à cause des armes indirectes. Ainsi, ces unités jetables bon marché continueront à être essentielles au succès des listes Tau, que ce soit pour absorber les blessures mortelles ou pour protéger les menaces de combat dangereuses. Les Battlesuit Crisis et les commandants continueront à être les piliers des armées Tau car ils ont tout simplement les meilleures synergies entre eux et avec les différentes règles du codex. La perte du mot-clé corps sur les broadside va probablement les reléguer aux listes de Tau 7 exclusivement. Et pour les autres sets, les pousser encore plus vers les combinaisons de Crisis, donc les Battlesuit. Quel changement complet par rapport à l'ancien codex de la 8ème édition. Comme mentionné précédemment, Tau a aussi la chance d'avoir plusieurs bons sets comme Borkan, Farsight Enclave, Vanille et Monzalier, Tau 7, Sacea, et des sets personnalisés. Même avec les nerfs de Farsight Enclave, leurs règles soutiennent le mieux les listes lourdes de commandants et de combinaisons de Crisis, bien que vous serez moins susceptible de frapper en profondeur des unités de Crisis dans le champ arrière de votre adversaire sans le soutien de marqueurs light, en encourageant les Tétras ou un Remora qui peut se déplacer en arrière et toujours soutenir votre efficacité. Je vais vous laisser le petit piranha. Des séquences telles que la combinaison personnalisée de réacteurs enrichis pour améliorer ce que je pense être l'arme la plus populaire de l'arsenal Tau, les fusils à plasma. Avec les défenseurs de la cause pour absorber les blessures mortelles méritent d'être prises en considération. De plus, davantage d'unités vont être envoyées de l'autre côté de la table pour empêcher les Tau d'avoir un accès primaire puisque davantage d'unités ennemies vont survivre derrière le terrain en raison de l'absence de tir indirect. Cela augmente considérablement le pouvoir du commandant Enforcer qui peut accorder un objectif sécurisé aux modèles principaux d'une unité de Crisis. Cela augmente également la valeur des sets de Sacea qui ont un trait de seigneur de guerre exceptionnel, conquérant stratégique,
qui accorde un objectif sécurisé à une unité de 7 amis. Il est important de noter que ce trait n'est pas limité aux unités corps et qu'il rend des unités comme les piranhas, les tétras, les steel suits, les devilfish et d'autres unités marginales comme les reptiles de beaucoup plus précieuses lorsqu'elles combinent leur vitesse avec la garantie d'objectif pour non seulement défendre vos propres points primaires mais aussi contester ceux de votre adversaire. Sacea dispose également du stratagème Orbital Uplink qui permet de supprimer les avantages de la couverture légère et dense d'unités ennemies, ce qui sera beaucoup plus utile avec les corps blindés puissants qui s'accrochent à la couverture avec une armure de mépris. Je pense que ce set est celui qui a pris le plus de valeur dans mon esprit avec ces changements, et je prévois de le tester dans plusieurs parties sur la chaîne Art of War. Et ben je serais très curieux d'aller voir justement ces parties. Alors, donc on a on a 3 patrouilles, ça c'est A. Il me semble qu'on a les 3 types... non, je crois. On a quoi? On a un Enforcer et 2 Crisis. Alors, donc, dans ces trois patrouilles, l'intérêt d'avoir 3 patrouilles, ça vous permet justement de spammer en fait le nombre de commandeurs. Alors certes, c'est un coût en points de commandement, parce que là, ça va vous coûter 4 points de commandement juste pour avoir les 3 sets de patrouilles. Maintenant, il a quand même 2 commandeurs Crisis, et vu qu'il a 3 unités de Crisis, et bah du coup, il va pouvoir en mettre une peut-être en fait, pas à la rigueur. Mais surtout, avec ces 2 commandeurs Crisis, il va pouvoir buffer les deux unités de Battlesuit Crisis pour leur mettre le désengagement tir. Et surtout, il ignore tout ou en partie des modificateurs de jet pour toucher. Et donc ça, c'est très fort, particulièrement en plus sur les tables WTC à cause des forêts et des ventilations qui donnent couvert dense. Donc, vous combinez à cela le stratagème de Sacea qui permet justement d'ignorer les couverts sur la 3e unité de Crisis Battlesuit, et là vous commencez à obtenir une armée, une puissance de feu assez importante. Ensuite, donc du coup, on a un Exemplar of the Monka quand même pour avoir la full reroll des blesses, le Multisensory Discouragement, alors celui-ci, je m'en souviens plus des masses. La relique, les reliques. Une relique ça? Ah mais oui, c'est la relique Sacea, je crois. Donc je suis pas au bon endroit. Non, c'est Grave Inhibitor Field. Multisensory Discouragement. Arrêt. Sûr que c'est une relique, ça? C'est Grave Inhibitor Field, le set Sacea. Quand je vais dans les reliques... Ah oui, il était en dessous. Il était en dessous, le gantelet Onagre. Donc, à la fin de sa phase de mouvement, il peut sélectionner une unité ennemie à 12 pouces du porteur et lancer 3d6. Si le résultat est plus grand que la caractéristique de commandement de la cible, l'unité sélectionnée perd le super OP. Il divise son mouvement par 2 sur sa caractéristique de mouvement est divisée par 2 et ainsi que son jet de charge. Et à chaque fois qu'une figurine de l'unité fait une attaque à distance, il peut seulement cibler l'unité la plus proche. C'est pas mal, ça c'est vraiment intéressant. D'autant plus s'il a une unité avec... Alors le prototype c'est le Burst Cannon, est-ce qu'il n'y en a pas un autre avec l'Air Burst? Voilà, avec le Dominator. Le Dominator, c'est un prototype qui permet de, à partir du moment où vous touchez l'adversaire à -4 à sa caractéristique de commandement. Attendez, je vais aller choper pour pas vous dire trop de conneries et Dominator. Chaque fois que le porteur tire avec cette arme, à partir du moment où il réussit un jet pour toucher, jusqu'à la fin du tour, on soustrait 4 à la caractéristique de commandement de l'unité. Donc en fait, si on combine les 2 commandeurs Crisis, potentiellement on peut empêcher facilement, grâce au Dominator qui va faire -4 au commandement, bah justement de profiter du Multisensory Discouragement pour obliger l'adversaire en fait à réduire ses mouvements. Donc très utile en fait contre des unités qui bougent assez rapidement, notamment mes petits gars. Alors attendez, c'est une unité. C'est à 12 pouces du porteur, donc c'est pas forcément visible en plus. Donc il peut ne pas le voir pour le faire. Donc clairement, ça se combine très bien avec le Dominator. Parce que je prends par exemple contre Wingmar, je jouais des Wolfguard, donc ils sont, on va dire, commandement 8 sur le sergent. Bah 8 moins 4, ça fait commandement 4. Donc derrière le multisensor arrêt, vous lancez 3d6, bah, c'est difficile de rater un 4 sur 3d. Enfin, quand on additionne le résultat des 3D. Et donc, du coup, j'aurais perdu objectif sécurisé, donc je ne pourrais pas profiter de l'objectif sécurisé de mon Psyker avec son trait de seigneur de guerre, rite de guerre, qui donne super OP à toutes les unités corps et personnages à 6 pouces autour. J'aurais divisé mon mouvement par 2, donc mouvement 12, je passe à mouvement 6.
Et j'aurais divisé aussi mon jet de charge par deux. Alors autant le jet de charge Joseph, mais autant la combinaison des deux, c'est très fort. Parce qu'au pire, la modification du jet de charge, j'aurais payé un PC pour ignorer ça. D'ailleurs, je peux check, je vais aller vérifier le sens aiguisé chez les Space Wolf par rapport à ça. Je sais que le stratagème est ultra fort, mais je crois pas que ça marche sur la valeur, sur la caractéristique de mouvement. Stratagème, hop, Kinsense. Alors, in your skill and each time a charge roll. Ouais, c'est que sur la charge roll que j'ignore les modificateurs. J'ai pour toucher, toucher, au tir comme au cac, et sur la charge. Donc il m'aurait juste nerfé de 6 pouces mon mouvement. J'aurais bougé de 6 au lieu de 12. Et pour un PC, j'aurais pu ignorer justement les malus de charge. Ok, ok. Pourquoi pas. Donc on voit, hein, mettre juste un Airbus pour avoir le prototype, c'est assez tricky. Et ça permet clairement de temporiser. Je sais pas, par exemple, ça peut être très fort aussi contre des empereurs Chosen. Alors, attendez, c'est à quel moment le taux de décimateur? C'est à la fin de votre phase de move. Donc non, vous pouvez pas le faire en Overwatch. Mais ça reste intéressant. Et en même temps, bah, vous nerfez aussi le tir quelque part, ce qui peut cibler que l'unité la plus proche. Donc si vous avez des unités qui s'infiltrent ou qui font beaucoup de pré-move, c'est pas mal. Ok, donc derrière on a le Burst Cannon, le Cyclic Ion, on a le prototype du Burst Cannon, Missile Pod, Plasma Rifle, l'Iridium, le Marker Drone et un Shield Drone. On a 10 croûtes, on a une unité de 5 Crisis avec 5 ions et 10 Plasma Rifle, donc ils ont tous un ion et 2 Plasma Rifle chacun. Un Shield Generator, le Steam Injector sur le Chavre avec l'Iridium, on a 3 Marker Drone et 2 Shield Drone. On a de nouveau 5 Crisis avec une Iridium, 5 Missile Pod, 2 Plasma Rifle, donc clairement cette combinaison, je pense qu'on va la voir régulièrement dans une unité en tout cas. 5 Shield Generator, 4 marqueurs drone et un seul Shield Drone. Cette fois, on a une unité de chien croûte. Dans la deuxième patrouille, donc, on a l'autre commandeur Crisis. Stratégique Conqueror, ça c'est... je pense que c'est le trait de Sacea. Je vais aller vérifier. Non, c'est pas le trait de... Si, c'est le trait stratégique Conqueror, c'est celui de Sacea. Donc il donne à une unité super OP, et si elle l'avait déjà, eh ben, on double son nombre de modèles. Et donc du coup, ça se combine très bien avec la capacité de l'Enforcer à rendre une unité super OP. Donc il a le Airburst avec le Dominator, j'ai expliqué justement pourquoi. On a Plasma Rifle, Missile Pod et le Ion, on a un marqueur drone, un shield drone. Donc il met pas de shield generator sur ses commandeurs. On a un éthéré, donc avec la Pain et le plus un PC, l'Overdrone et la relique. Il a 2 drones de marquage. Donc on voit quand même, il joue pas mal de drones de marquage pour justement bénéficier de ce plus 1 pour toucher. Surtout quand en plus les crisis vont buffer, enfin les commandeurs crisis vont buffer les crisis battlesuit en ignorant tout ou en partie des malus, enfin des modificateurs pour toucher. Donc il va ignorer les malus mais accepter les bonus. Ce qui fait que bah oui, des marqueurs drones, il en faut un petit peu partout pour pouvoir bénéficier d'un plus 1 pour toucher. Donc on a 10 croûtes, on a une unité de croûte, du coup on a 3 crisis, cette fois-ci en 3 ions et 6 plasma rifle, donc voilà. 3 shield generators cette fois-ci, une iridium, armure et un marqueur drone. On a 2 piranhas, donc, qui peuvent aller chercher les objectifs, et c'est vrai que via le trait de seigneur de guerre stratégique conquérant, on peut en rendre une super OP pour aller voler un point, ou en tout cas en prendre le contrôle plus facilement. On a un Commander Enforcer, on a 10 Breacher Team dans un Devilfish. Bien que j'adore le style Farsight Enclave, j'ai voulu essayer quelque chose qui ressemble un peu plus à ce que je faisais au début de la 9ème édition, avec l'ancien codex. Une armée qui peut s'engager à contester le primaire de mon adversaire plusieurs tours de suite, et une qui peut se protéger contre les jeux de deny de mon adversaire aussi bien que possible. Au lieu de la puissance de feu brute et du potentiel de destruction, j'ai choisi la flexibilité que Sacea offre en termes de sécurisation des objectifs, de plusieurs unités et de leur utilisation pour dicter le jeu global des points. Avec 2 commandeurs de Crisis, les grandes unités de Battlesuit, conçues pour To The Last, peuvent opérer sur les flancs si nécessaire, chacune étant soutenue par la possibilité de se replier et de continuer à tirer. Le Devilfish occupe une position centrale capable d'atteindre plusieurs objectifs et de traiter le conquérant stratégique, tandis que les briseurs, donc les breachers à l'intérieur, peuvent bondir et toucher un objectif complètement différent, résultant en des jeux de deny primaire et de blocage de mouvements simultanés. Bien que je commence avec seulement 4 points de commandement, les taux dans leur ensemble ne sont pas dépendants des points de commandement, et avec les terrés qui utilisent la sagesse des guides, j'ai souvent une abondance de points de commandement en fin de partie. Dans l'ensemble, si vous êtes un joueur tôt à la recherche d'un peu plus de Koyon et que de Monka, essayez cette liste dans un magasin de jeux près de chez vous. Moi, je la trouve très intéressante, sa liste.
Fin de l'histoire. Nous avons terminé notre tour d'horizon de l'Empire Tau, mais nous reviendrons avec d'autres articles sur les factions pour voir comment les choses ont changé au cours des 2 prochaines semaines. Nous aurons d'autres articles des équipes de Gunhammer et d'Art of War couvrant une variété de factions du jeu, mais probablement pas toutes. Vous pouvez obtenir davantage d'analyses et d'informations de la part d'Art of War en vous rendant sur leur site. Si vous avez des questions ou des commentaires, envoyez-nous un message dans les commentaires ci-dessous ou envoyez un email à contact@gunhammer.com.